Nathalie Winter, bonjour. Philippe Van de Berg, bonjour. Bonjour. Bienvenue au congrès l'ICF Synergie. Merci. Nous sommes le samedi matin, déjà une journée de passé. Quel est votre parcours pour être là aujourd'hui? Nathalie. Philippe? Je vous en prie. Alors voilà, moi à la base je suis ingénieur agronome. J'ai une carrière dans ce qu'on appelle la coopération au développement. Vous allez dire rien à voir avec le coaching, mais en fait on a accompagné pendant une vingtaine d'années des groupements, des ONG, des départements de l'État dans 3 continents, atteindre des objectifs avec les moyens du bord, avec ce qu'ils avaient comme ressources. De temps en temps on suppliait ces ressources. Et finalement, leur donner l'énergie de l'action. Et finalement, sans en être tout à fait conscient, on était déjà un peu dans une démarche de coaching. À l'époque, on appelait ça de l'empowerment. Oui. Et ce n'est qu'à mon retour en 2002 de tout ce parcours international que j'ai cherché à valider un peu mes expériences, à comprendre ce que j'avais vécu. Juste un peu? Alors juste un peu, non, parce que ça a quand même pris 15 ans pour pouvoir travailler sur moi, pour pouvoir voir qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience. Et puis de me dire, tiens, mais j'ai envie de partager ça. Et c'est comme ça qu'il y a une quinzaine d'années, on a ouvert avec Carole, ma partenaire, Coaching Square Suisse. Et donc depuis lors, on forme des coachs individuels, des coachs d'équipe. On offre différents types de formations sur les soft skills en entreprise ou dans différents types d'organisations. Et on prend énormément de plaisir dans ce qu'on fait. Ok, soft skills en français, comment vous traduiriez? Alors oui, il y a une traduction que je n'aime pas, qui sont ces fameuses compétences molles. Je préfère compétences transversales, des compétences qui sont finalement liées à l'intelligence émotionnelle, qui sont peut-être un peu plus liées à qui on est en tant qu'être humain. Ce n'est pas les compétences métiers quelque part, mais toutes les autres compétences qui aujourd'hui font quand même la différence dans le monde du travail et des organisations. Ok, merci. Nathalie? Alors de mon côté, quand j'étais enfant, j'avais envie de comprendre comment fonctionnait le monde, et donc je me suis lancée dans des études de chimie. Et puis j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'industrie pharmaceutique. Et après quelques années, je me suis dit, mais en fait ce qui m'intéresse, c'est comprendre le monde au travers de l'humain. Et je me suis formée en tant que formatrice pour adultes, puis dans le coaching, puis dans les ressources humaines. Et puis, voici quelques années, j'ai créé une société et je travaille en partenariat avec Coaching Square. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cette partie de développement, de coaching, c'est comment on arrive à accompagner les transitions pour aller travailler cette partie d'offrir une planète aux générations suivantes qui leur permettent de vivre et non pas de survivre. Voilà, et on travaille ensemble sur la partie de coaching d'équipe. On a fait un atelier hier où on emmenait les gens en rafting pour leur montrer cette notion de teaming sur qu'est-ce que ça veut dire le travail en équipe dans le monde actuel, qui est un monde en fait où une équipe elle est constituée avec des nouveaux arrivants, des gens qui partent, des différences dans le temps parce qu'on travaille avec des gens tout autour de la planète, et puis ça demande de travailler en équipe sans préparation possible. Un peu comme là, on vient, on fait l'interview, on ne sait pas ce que vous allez nous demander, mais voilà, on est des gens où on s'entend, on rigole, on est humble, on est curieux, on se dit tiens, comment l'autre va fonctionner. On a des valeurs communes, voilà. Et puis on a les pieds sur terre, et je crois que cette partie aussi de connexion à la nature et cette volonté quelque part de contribuer à une forme de développement durable est aussi quelque chose qui nous unit ou réunit. Oh là là. Voilà. Ok. Et si je vous disais que je ne sais même pas la question que je vais vous poser, la prochaine question que je vais vous poser? Mais c'est à peu près la posture du coach. Le coach, finalement, il va aller chercher la question là au milieu, entre nous deux, dans ce qui vient d'être mis au centre. Et c'est ça qui fait la magie et l'émergence d'un moment unique, quelque part. Donc, ça nous rassure. Très bien. Oui, parce que nous, on avait préparé une liste de réponses déjà. On essaye d'induire la question.
Oui, c'était à cocher après. Ah, c'est à cocher, non, alors, c'est pas le genre de la maison, pas du tout. De la molécule alors à l'alchimie humaine, quelles ont été les grandes étapes? Je crois que c'est de comprendre qu'on a tous et on est tous un creuset magique qui permet cette transformation, cette métamorphose. Et puis, quand on accompagne des personnes, des organisations, moi j'appelle ça le coaching, c'est faire prendre conscience à chacune d'entre nous qu'on a ce creuset, qu'on est ce creuset, et qu'on n'a pas besoin de courir après de la technologie, après un beau compte en banque, de belles maisons, etc., pour pouvoir se transformer, vivre bien et sortir de ce mode survie pour être dans la vie, dans la présence, dans le partage, dans la collaboration, dans faire et être ensemble. Et ça, c'est une notion qu'on partage beaucoup, cette partie de on est des êtres humains et on n'est pas des fers humains. Ouais. Oui, dans vos parcours, vous n'êtes pas le seul, il y a toute cette génération, votre génération ou la mienne, on a travaillé d'abord sur la technique, enfin moins la vôtre, mais on a travaillé d'abord sur la technique pour se rendre compte que finalement, même pour porter des messages au niveau agro, il faut s'y prendre d'une autre façon que le rationnel. C'est ça votre parcours finalement. La technique, elle est résolue. Il y a des solutions pour tout. Hein. Dans toute dynamique humaine, dans toute entreprise humaine, la difficulté, c'est le facteur humain. Hein. C'est le facteur X, là, quelque part. Et d'arriver finalement à l'accueillir, à le mettre en lien avec des choses qui sont importantes pour les personnes qui sont là. Mais c'est ça qui fait avancer les choses. C'est ça qui donne du piment à la vie. C'est ça qui donne du plaisir et de la connexion finalement aux vivants. Hein. Vous parliez du démarrage de nos carrières. Au démarrage de nos carrières, on était content d'avoir un job, de trouver un job, et on se dit, pourvu que je le garde jusqu'à ma retraite, ou en tout cas le plus longtemps possible, hein, en disant, je vais chercher à être le plus parfait, le plus cohérent possible. Aujourd'hui, ça ne parle plus à personne et à moi non plus. Donc on a fait du chemin et on va chercher à finalement... la vie, elle est plus dans les incohérences, la vie, elle est plus dans le partage, dans la connexion, dans la contribution finalement que dans l'image qu'on veut transmettre. Et voilà, on essaye de partager un petit peu ça aussi avec nos coachés et nos participants à nos formations. Et donc de votre expérience sur les 5 continents finalement? Oui, à peu près. Bon, je n'étais pas en Océanie, mais dans tous les autres, oui. Okay. Est-ce que vous avez repéré des écarts justement dans la résistance au changement, à l'évolution du regard sur la planète? Est-ce qu'il y a des continents ou des zones ou des cultures qui sont plus résistantes ou au contraire plus perméables à ces changements? Oui, il y a certaines cultures qui sont quand même davantage enfermées dans une partie, disons, de la métaculture dans laquelle ils ont évolué. J'ai beaucoup travaillé au Pakistan, en Afghanistan, et c'est assez paradoxal parce que dans ces pays-là, finalement, il y a un poids de la religion qui définit un peu comment les gens doivent se mettre en relation. Il y a une place pour les hommes, une place pour les femmes, etc. Et puis, je n'ai jamais été aussi bien accueilli que dans ce pays-là. Quand vous êtes finalement un invité dans le nord du Pakistan, il ne peut rien vous arriver. Hein, et vous êtes comme un fils de la famille. Donc, oui, il y a des endroits du monde comme ça avec des particularités par rapport à ce qui est important pour eux, à ce qui est important pour leur vie. Et on n'a peut-être pas suffisamment de respect pour tout ça, de compréhension non plus. Il y a une sorte de modèle et de vision occidentale de ce que doit être un être humain qui cherche à être imposé à l'ensemble de la planète. Et dans notre parcours, on a vu que on n'est pas dans le bon chemin comme ça. Oui. Oui, moi, ce que tu dis, ça me questionne beaucoup sur est-ce que c'est pas nous, finalement, qui sommes le plus enfermés et le plus enfermants dans les différentes visions. Et on échange souvent parce que une des particularités du coaching, c'est élargir la perception. Et on se questionne nous-mêmes en disant, mais tiens, par cette intervention-là, par cette posture, comment j'influence le système, comment j'influence la réflexion, comment j'influence le ressenti de la personne qui est en face de moi, que ce soit un coaché ou autre. Et
voilà, moi, des fois, je suis assez critique avec ma propre posture dans vouloir influencer en pensant que j'ai raison. Oui. Et dans des groupes multiculturels, oui. Est-ce que vous arrivez à justement mettre en valeur des options différentes qui viennent d'une culture différente? Alors on est profondément convaincu de ça, hein, et lorsqu'on met en place un processus d'intelligence collective selon voilà, un procédé qui a été réfléchi avec des étapes, eh bien on arrive à faire émerger des choses absolument magiques. Donc moi j'ai travaillé pour une organisation où il y avait à la fois des Indiens, des Pakistanais, des Latino-Américains, des Suisses, des Belges, des Hollandais, des Anglais qui travaillent dans le même bureau à Berne en Suisse, et voilà, il y avait une ambiance de travail où il y a toujours, mais enfin j'ai quitté depuis 15 ans maintenant, une ambiance de travail qui était, voilà, on se sentait quelque part investi d'une mission, bien sûr, comme dans toute organisation humaine, il y a des frictions, il y a des moments plus difficiles, mais il y a voilà, une volonté de construire un monde qui fait la place à sa diversité. Je crois que c'est ça qui est important. Votre meilleur souvenir là qui fait waouh encore, là, vous, Nathalie, de ces échanges justement plurimulti Mon meilleur souvenir, c'est le jour où j'ai compris que ce que j'observais à l'extérieur était un reflet de ce que j'avais à l'intérieur de moi, et que tant que moi, j'acceptais pas mes différentes parties, j'arriverais pas à écouter, entendre, ressentir, raisonner avec les parties diverses qui sont à l'extérieur. Puis là, on a beaucoup parlé du côté de nationalité dans la diversité, mais dans tous les accompagnements qu'on vit, qu'on fait avec Philippe, en fait, on est déjà nous-mêmes très divers, et puis on n'a pas besoin de parler forcément de nationalité. Il existe plein d'autres choses qu'on oublie des fois, parce que c'est clair, c'est très visible, la nationalité. On s'en défend, hein. Nous on vient de pays plus petits, en venant de Suisse. On est fiers bien sûr de notre pays, mais voilà, il y a aussi toutes les caractéristiques de la personnalité qui sont marquantes pour nous. Donc moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est chaque fois que j'ai une émotion qui est en face de moi, où je sens qu'il y a quelque chose qui vient me toucher. Et alors ça peut être la joie comme on est en train de vivre, la curiosité, la découverte dans la rencontre qu'on est en train de vivre ici au travers de vos questions, se découvrir aussi parce que vous nous posez des questions qui peuvent venir challenger. Et voilà, moi j'aime ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui vibre, cette partie de résonance. Voilà, c'est ça. Donc je ne peux pas dire un plus beau souvenir, mais c'est les plus beaux souvenirs quand il y a de l'émotion. Et ça marche ? Regardez, est-ce que... Est-ce que ça a l'air de marcher? Je sais pas. En tout cas, pour moi, ça marche. Est-ce que ça marche pour toi? Ah oui, non, mais je pense que de toute façon, les souvenirs les plus forts, les meilleurs souvenirs qu'on garde, ce sont les souvenirs où on les a ressentis dans les tripes, on a vécu les choses dans les tripes. Ma question est provocante et naïve, mais il y a un certain nombre de personnes, voire d'institutions, qui décrient quand même le coaching. Le coaching est parfois décrié. Donc, je cherche à poser des questions, à avoir des réponses qui, justement, sont simples, parce que pour vous, c'est une évidence, pour moi aussi, mais je pense et là, on peut avoir un public qui peut avoir un déclic. Enfin, mon intention, c'est que s'il peut avoir un déclic en vous écoutant, en vous voyant, en ressentant effectivement cette énergie, top, quoi. Ouais. Mais je crois les deux, et sans trahir le qui tu es, Philippe, on part d'une posture très intellectuelle. Notre passé, c'était la tête. Bien sûr, on avait des pieds et des bras. Tout à fait. Mais on a ce passé-là. Et puis, on a vécu notre propre, on va l'appeler évolution ou transformation. Et puis, gentiment, on est venu se connecter à plein d'autres choses, le cœur, le corps, et puis prendre conscience que, voilà, il y a peut-être des fois des parties de soi qui ne sont pas d'accord entre elles. Et en tout cas, pour moi, cette partie d'accompagnement, qu'on peut appeler coaching ou autre, mais en tout cas dans le coaching, il y a de ça, c'est permettre à la personne de prendre conscience de toutes ces parties, les faire dialoguer entre elles. Et après, c'est vraiment à la personne de choisir ce qu'elle veut faire.
et que le coaching soit décrié, moi, c'est OK. Non, pour moi, c'est une opportunité. Donc, c'est important qu'il soit décrié. Ça permet quelque part de trier le bon grain d'ivraie, comme on dit. Mais quand je vois encore des posts sur LinkedIn, par exemple, qui décrit le développement personnel, en disant, tiens, mais non, le développement personnel, c'est quoi ce machin et pourquoi? Alors, d'abord, il est mal compris. On a le sentiment que le développement personnel, c'est faire un peu de yoga, on introduit de la méditation en entreprise. Tout ça sont des outils puissants, mais ce n'est pas que ça. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est surtout, finalement, aller à la rencontre de soi pour être plus à l'aise avec l'autre et pour moins dépendre du regard des autres. Et c'est la condition avec laquelle on peut vivre une vie, ma foi, où on est aligné, où on est sur son chemin, quelque part. Ouais. Alors, on regardait ce matin sur des sites, justement, des sites de sectes, pratiquement. Oui. Et on se disait, mais le langage qu'on a ici, qu'il y a eu depuis hier ici, on pourrait l'assimiler parfois. Donc, qu'est-ce qui fait la frontière, la différence entre un coaching bien intentionné et justement des gens qui sont plutôt, qui sont en posture de gourou. Oui. Effectivement, ils s'affirment comme aider les autres. Et il y a un langage comme ça, c'est le langage du cœur, on vous écoute, développement personnel. Oui. Comment gérer cette frontière ou comment d'entrée affirmer, ici vous êtes dans un lieu de coaching responsable et je veux dire, humanitaire, humain, et qui va vous respecter. Comment marquer cette différence ? Pour nous, on a un élément important dans toutes les formations, puisqu'on a formé quand même beaucoup de coachs jusqu'à maintenant, c'est l'autonomie, l'autonomisation du client. On ne parle pas de patient, c'est un client et on veut le rendre autonome. Alors, c'est à double tranchant, parce que bien sûr, c'est notre métier. On serait tenté de dire on le garde, notre client, pour toute sa vie. Non. On l'amène à devenir autonome. Et puis, pour moi, la grande différence par rapport à la secte, même si je n'aime pas utiliser ces termes-là, c'est on peut sortir d'un coaching quand on veut. Nous, dans la partie de contrat, qu'on met en place avec les clients, il y a la possibilité de sortir quand la personne veut. Et ça, pour moi, c'est une grande différence sur t'es endoctriné, t'es dedans, tu peux pas sortir, tu dois payer. Oui. Je ne sais pas pour toi. Oui, et puis il y a un code de déontologie. Et si donc tout coach qui est certifié par la Fédération internationale de coaching respecte et se doit de respecter ce code de déontologie qui définit un peu la manière dont le coaching doit se passer. Comme dit Nathalie, l'autonomie du client, arriver finalement à le rendre autonome le plus rapidement possible est certainement déjà un des aspects. L'autre aspect, c'est un coach, c'est l'anti-gourou. Le coach ne va jamais projeter sa carte du monde, ne va jamais projeter ses valeurs sur son coaché. Il va travailler à partir de la carte du monde de son client et puis essayer de lui faire comprendre, d'éclairer des aspects de sa carte du monde. C'est lui qui va définir ses objectifs, c'est lui qui va définir les actions qu'il a besoin de mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la posture d'un gourou qui est plutôt une posture haute. Moi je sais, vous ne savez pas. Le coach estime que c'est son client l'expert et nous on est là pour jouer l'effet miroir, le questionnement, donner du feedback sur ce qu'on perçoit en termes de paradoxe, et c'est comme ça qu'on peut faire progresser la personne sur son chemin. Et notre volonté, c'est quelque part de faire en sorte que tout le monde puisse devenir un peu plus soi-même et quitter ce monde en étant soi, en ayant vécu une vie pour laquelle ils sont venus sur cette terre, et pas en ayant vécu une vie de quelqu'un d'autre, une vie qui a été rêvée par ses parents, par ses profs, par une société, par une culture, en disant voilà comment tu dois être. Ce genre de vie, à l'heure du bilan final, ça ne fait pas beaucoup vibrer. Okay. Et je crois, il y a, dans ce que tu viens de dire, il y a aussi cette notion de supervision. Pour nous, c'est un élément important. Alors, c'est de nouveau un terme qui veut tout dire et rien dire, mais en tant que coach, de se faire soi-même accompagner permet d'éviter les dérives dont on est en train de parler. Et puis, on en est conscient, juste par la présence du coach, effectivement, il y a des choses qui vont se passer, même si on dit on ne va pas avec notre carte du monde. Eh bien ça, dans la supervision, on peut faire un débrief et on peut voir en fait comment on a influencé de manière inconsciente et nous aussi continuer à grandir. Donc pour nous, d'être coach, c'est aussi
processus continu d'apprentissage personnel. Et donc, c'est vraiment important de se faire superviser comme coach. Et ça, pour moi, c'est un des grands garants de la dérive, de la possible dérive. Un mot de déclusion, qu'est-ce que vous avez appris de notre entretien, si vous avez appris quelque chose? Que pour être coach, il faut avoir une passion pour l'humain, il faut avoir une passion pour le vivant, il faut avoir aussi une connexion avec notre planète Terre, hein, et puis une volonté quelque part aussi de contribuer à l'évolution d'une humanité qui soit plus cohérente. Moi, j'ai appris que la connexion, ça renforce cette idée que la connexion, elle est importante. J'ai passé justement un moment qui m'a fait vibrer au niveau émotionnel. Donc, je vais m'en souvenir. Et la partie de ne pas penser que quand il y a des choses qui sont contre ou des gens qui sont contre, que c'est une pénalité pour le système. Au contraire, c'est une opportunité d'apprentissage. Ok. Merci Philippe. Merci Nathalie. Merci et Claude. bonne suite dans le séminaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, c'est fini.